perspective. C'est une illustration assez commune quand on s'intéresse aux représentations, notamment astrologiques. Et c'est l'horloge de Prague. C'est une horloge astronomique de Prague, sur laquelle on peut retrouver un peu d'astrologie aussi. Et donc je disais, c'est vraiment un critère esthétique qui m'a fait la choisir. L'horloge date du XVe siècle, donc astrologie, histoire, etc. Mais en fait, c'est plutôt cette illustration-là qui va correspondre à ce dont je vais vous parler cette fois-ci. Donc très rapidement, ici, on a 4 représentations différentes du ou d'un zodiaque. Et c'est vraiment pour marquer les problématiques que je vais aborder, à savoir que l'astrologie traverse le temps, mais est-ce que c'est vraiment l'astrologie qui traverse le temps? Quand on voit les différences de représentation, il y en a encore bien d'autres en fait finalement, est-ce que c'est vraiment l'astrologie elle-même qui traverse le temps ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué? Et donc j'aimerais d'entrée évacuer 2 problématiques, parce que je vais être obligé de vraiment préciser mon propos, sinon ce serait trop long. La première, y a-t-il une influence astrale? Donc on ne va pas poser la question, c'est pas le but. Si l'astrologie traverse le temps, en fait le paradoxe ou le faux paradoxe qu'il y a derrière la question, si elle est fausse, on aurait spontanément envie de se dire, bah oui, si elle est fausse, elle ne devrait pas traverser le temps. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc, quand on y croit, on peut penser que, par exemple, il y a une influence des astres, c'est donc ça pourrait expliquer que quand même, il y a quelque chose derrière l'astrologie, même si elle n'est pas parfaite. C'est bien plus compliqué que ça, mais ce n'est pas du tout la question que je vais aborder là. Je vais revenir rapidement tout de suite. La deuxième problématique, qui ne va pas être la mienne non plus, c'est les motivations que j'ai appelées socio-philo-métaphysiques. C'est-à-dire que l'astrologie est une croyance, il y a des raisons de croire en l'astrologie, et on peut y trouver un intérêt personnel, etc. Pareil, je vais lister rapidement les choses, mais c'est encore pas la question que je vais poser là. Moi, je vais vous proposer une alternative encore à ça, une troisième explication, qui est vraiment indépendante de celle-ci. Et donc, l'alternative que je vais développer, c'est y a-t-il des raisons pratiques pour lesquelles l'astrologie peut traverser le temps? Autrement dit, on va vraiment parler de ce que font les astrologues quand ils pratiquent, quand ils sont dans leur pratique elle-même. On ne va pas seulement parler de la théorie de l'astrologie et de la critique en général. Donc pour évacuer rapidement, y a-t-il une influence astrale? Pour bien des astrophiles, c'est-à-dire les gens qui sont sympathisants de l'astrologie, il peut y avoir cette influence. Mais pour beaucoup, comment dire, l'un des arguments qu'on entend souvent, c'est l'astrologie est trop ancienne pour être totalement fausse. Donc c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité, et c'est un argument qu'on peut entendre. Mais, alors là on ne le voit pas bien, mais en rouge, j'ai rajouté mes hépatoscopies par exemple. En fait, il y a des divinations et des croyances qui sont évidemment bien plus anciennes que l'astrologie, qui n'ont pas survécu au temps. Donc l'ancienneté, c'est pas vraiment un critère. L'hépatoscopie, c'était le fait de lire dans les foies des bovins. C'était une pratique qui était courante en Mésopotamie, c'est-à-dire avant que n'arrive l'astrologie en Mésopotamie notamment. Et donc, c'est pas pour ça que l'hépatoscopie est restée. Alors, il y a une variante de l'argument, c'est oui, mais peut-être qu'elle est encore là, qu'elle traverse le temps, parce qu'elle résiste au temps. Et peut-être qu'elle résiste trop bien au temps. Et là, c'est la question de la longévité. C'est-à-dire, le fait d'être ancien, c'est une chose, mais le fait de traverser le temps, de résister aux nouvelles découvertes, à l'avancée des connaissances, ça peut être aussi un argument. Mais en fait, quand on commence à rentrer dans le détail, il n'y a pas une astrologie, il y en a des dizaines. Et en fait, finalement, encore une fois, est-ce que c'est vraiment l'astrologie qui traverse le temps? C'est un peu plus compliqué que ça. Et on peut, en contre-exemple, par exemple, moi j'aime bien prendre l'exemple du mauvais œil, est-ce qu'on peut jeter des sorts aux gens, etc. En général, ce sont des croyances qui ont vraiment disparu, enfin on n'y croit plus. Et pourtant, c'est quelque chose qui est bien antérieur à l'astrologie et qui a traversé le temps quand même. Il y a encore des gens qui pratiquent ça. Donc c'est pour dire que ce genre d'argument, en fait, ne tient pas. Et en termes comment dire, au cas où l'astrologie puisse être un objet de connaissance, si on prend l'exemple de l'héliocentrisme, par exemple dans l'histoire, le fait que le Soleil soit au centre du système solaire et non la Terre, c'est comment dire, c'est une hypothèse qui a été formulée bien avant Copernic, donc dès l'Antiquité, qui est apparue à différents endroits d'ailleurs, en Inde aussi, il y a eu des hypothèses comme celle-là, et qui n'ont pas résisté au temps. Entre guillemets, le temps n'était pas venu. Le contexte socio-historique, c'est-à-dire les croyances et les connaissances de l'époque, ne permettaient pas d'appréhender cette hypothèse-là et de pouvoir la conserver. Donc même si une connaissance est valable, elle ne traverse pas forcément le temps non plus.
Aujourd'hui, moi, quand je dis aujourd'hui, c'est là, maintenant, je vais considérer que l'astrologie occidentale, parce que je suis obligé de restreindre le sujet, si on parlait de la chinoise, de l'hindou, il y a encore plein d'autres choses, moi, je considère aujourd'hui que l'astrologie occidentale a échoué, qu'on n'est plus dans la question est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, donc on ne va pas rentrer dans ce genre de problématique. Il y a pas quelques contradictions contre l'astrologie, il y a une somme de contradictions. Quand on rentre vraiment dans le détail, il y en a tellement que pour moi c'est un argument déjà en soi. L'astrologie a été énormément testée et les résultats sont négatifs. Donc c'est un autre argument pour dire vrai ou fausse, la question ne se pose même plus. Il y a énormément d'explications alternatives données au succès de l'astrologie. Pourquoi est-ce qu'on peut être satisfait d'une pratique alors qu'elle est fausse? Donc on va en parler un petit peu avec la notion de biais. Mais ça revient à se poser des questions comme est-ce que certaines réussites peuvent être dues simplement au hasard ou à d'autres raisons que l'astrologie? Et puis surtout, moi c'est mon argument préféré contre l'astrologie, c'est qu'il n'y a pas de théorie de l'erreur en astrologie. C'est-à-dire que les astrologues, en plus de 2000 ans, n'ont pas encore construit une méthodologie leur permettant de faire le tri entre ce qu'ils disent de vrai, de juste et de faux, et comment est-ce qu'on abandonne des techniques, qu'on en garde d'autres, ça n'existe pas. Donc s'il y a des astrologues dans la salle, je sais qu'il y en a, en fait, moi je veux vraiment réduire la problématique ici, c'est-à-dire je vais partir du principe, si l'astrologie est fausse, est-ce qu'on peut quand même trouver des raisons pour lesquelles elle traverse le temps? Donc on va mettre de côté la question de l'influence. Les motivations en fait personnelles ensuite, c'est pareil ce que je ne vais pas développer. Il y a plein de raisons de croire en l'astrologie pour des raisons simplement contextuelles. Les contextes sociaux, si dans votre famille vous avez des gens vous naissez dans une famille qui croit en l'astrologie, moi c'est ce qui m'est arrivé, bah, vous avez des raisons personnelles d'y croire, c'est pas forcément rationnel, en général ça l'est pas, et des amis, des communautés, enfin bon ça ce sont des raisons qui sont indépendantes de la validité de l'astrologie. Dans la série des grands arguments d'autorité, il y a des grands esprits qui y ont cru, c'est vrai. Il y a beaucoup de grands esprits qui n'y ont pas cru aussi, on en parle moins. Il y a eu toute une tradition, pendant des siècles et des siècles, l'astrologie a été utilisée pour dater les moments auxquels on allait donner certains remèdes ou pratiquer certaines saignées. Donc il y avait une autorité quand même de gens sérieux, des médecins qui utilisaient l'astrologie. Et il y a toujours eu derrière le prestige de l'astronomie qui était là. Donc des tas d'arguments qui font quand même qu'on a envie de se dire, ouais, il y a peut-être quelque chose derrière. Mais quand on va dans le fond, il y a plein d'autres disciplines qui ont traversé le temps et qui ont été abandonnées depuis, malgré les grands esprits, les traditions, etc. On peut avoir aussi des options métaphysiques voisines qui renvoient à des questions d'harmonie entre l'homme et le cosmos. Il y a certaines superstitions aussi, en lien par exemple avec la Lune, qu'on peut avoir, et donc qui nous font penser peut-être que l'astrologie, quand même, il y a quelque chose. Il y a plein de raisons comme ça, simplement les angoisses existentielles aussi. C'est vrai que moi c'est comme ça, quand j'étais plus jeune, que je suis tombé dans l'astrologie. J'avais vraiment une mauvaise période et j'ai essayé d'aller trouver des réponses de ce côté-là. Quand vraiment il y a la peur du lendemain qui est là, mais c'est pire que ça, c'est un lendemain sans espoir. Et dans ces cas-là, on essaie d'aller chercher ailleurs des réponses à nos questions, à nos angoisses, et encore des raisons pour s'y intéresser. On peut trouver aussi d'autres raisons, c'est-à-dire l'astrologie, ça permet de se poser des questions. Est-ce que ça permet d'amener de bonnes réponses? Ça, c'est vraiment un autre problème. Mais en tout cas, ça permet de s'introspecter, d'essayer de se connaître. Ça amène à des questionnements philosophiques. Quand on y croit, on est obligé de se poser la question de la liberté, du déterminisme, du hasard. Et les réponses ne sont pas les mêmes que quand on aborde ça par le biais de la science ou même de la philo. Et il y a aussi une jouissance à croire, à être là-dedans et à essayer de faire durer sa croyance. Donc ceux qui s'intéressent un peu à la diffusion des outils de l'esprit critique, quand on va discuter avec des personnes qui sont croyantes, on se heurte assez rapidement à des résistances. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement, il faut faire attention. Et c'est vrai que c'est difficile d'envisager qu'il va falloir peut-être abandonner certaines croyances. Donc c'est pas évident d'interrompre sa croyance. C'est pour moi encore une raison pour laquelle on peut y croire. Et puis on est obligé aussi de dire qu'il y a un certain manque de culture scientifique qu'on peut en tout cas reprocher aux astrologues. Et donc si on leur reproche hier ou aujourd'hui, on ne peut pas le faire de la même façon, puisqu'il y a 500 ans, on n'avait pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de connaissances, évidemment, sur les lois naturelles, mais pas seulement. C'est-à-dire que la science derrière l'astrologie, s'il y en avait une, ce ne serait pas que de l'astronomie. Il y a toute une partie expérimentale qui renvoie plus à du test, à du hasard, des choses comme ça, qu'on peut aussi appliquer à l'astrologie, et c'est ce qui fait qu'elle échoue à chaque fois. Mais si vous voulez, tout ce que je viens de vous dire, c'est quasiment applicable à n'importe quelle croyance en fait, à n'importe quel système de pensée qui a vécu, qui a traversé les siècles, qui a disparu ou qui n'a pas disparu. Et moi, depuis le temps que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'elle traverse le temps, ben justement, moi j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a une spécificité pour l'astrologie. Et donc, il y en a, c'est ce dont je vais vous parler juste après, et notamment sa partie technique. C'est-à-dire que l'astrologue pratique à partir d'un zodiaque dans lequel il y a des planètes qui tournent, ou en tout cas des points, il y a des angles, il y a des choses comme ça. Et ça, en fait, c'est mathématique, c'est un petit peu complexe, et justement, ça permet de poser d'autres questions. Et moi, je pense qu'en fait, l'astrologue se fait tromper par son système en permanence. Il a l'impression de pouvoir interpréter les choses, de pouvoir tirer du sens, de pouvoir faire certaines déductions. Vous voulez une chaise peut-être? Non? Il n'y en a pas. Ouais. Eh bien, si vous voulez, il y en a une ici. Si vous voulez. Oui. Donc on va regarder comment l'astrologue pratique un petit peu, et on va voir qu'il y a des erreurs qu'il peut commettre pour des raisons purement techniques. Donc pour l'instant, je ne rentre pas dans le détail, on va les voir rapidement, c'est très simple, et qui peuvent expliquer que lui, en fait, il est très heureux de ses conclusions alors qu'elles sont fausses. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu différent de toutes les raisons que j'ai listées en dessus. Alors, pour appréhender ça, j'aimerais faire la différence entre ce qu'on appelle la foi et le rempart d'adhésion. La différence entre les deux, ce qu'on peut appeler un acte de foi, en fait la distinction existe bien en anglais, mais en français c'est moins évident. Donc ça correspond au mot faith en anglais. L'acte de foi, c'est le fait de croire, mais d'avoir fait aussi d'avoir pris la décision de croire, de faire un choix, et de pouvoir le faire même contre les apparences ou contre les faits, qu'on va considérer comme des apparences. Et donc, peu importe si ce en quoi on croit, c'est vraiment scientifique, normalement non, si c'est prouvé, s'il n'y a pas trop de contradictions, il y a un moment où on peut croire pour d'autres raisons. Ce qu'on appelle le rempart d'adhésion, c'est un peu différent. Ça renvoie plutôt à belief en anglais. Et ça découle plutôt d'un jugement qu'on a envie de considérer comme rationnel. C'est-à-dire, je me suis posé plein de questions sur le sujet, et puis je l'ai utilisé, j'ai testé la chose, je suis allé voir, et ça marche, et non, c'est pas possible que ça puisse marcher et qu'il n'y ait rien derrière. Et là, vous voyez, il y a un rempart d'adhésion, c'est-à-dire qu'à un moment, on est obligé d'être convaincu. Et les astrologues, je pense, sont beaucoup là-dedans. Euh, on parle depuis les années 60-70 de croyances clignotantes, c'est-à-dire que souvent, quand on discutait avec quelqu'un qui croit en l'astrologie, il est prêt à admettre qu'il y a des fondements qui ne tiennent pas, que ah oui, il y a tel problème et puis il y a tel autre, mais quand même, le caractère, les signes, voire les horoscopes, ça marche. Donc on croit en certaines parties de l'astrologie, mais pas en d'autres. Et donc, en fait, l'argument qui revient souvent, c'est mais ça marche. Mais ça marche quand même. Et moi, je vais vous parler un peu de ce que j'appelle l'encouragement pratique, l'engouement en fait de la pratique, qui peut expliquer pourquoi on peut croire malgré plein de choses. Et pourquoi je vais vous en parler et pourquoi de cette manière-là? Parce que comme je vous l'ai un peu dit, moi j'étais croyant, j'étais tenant. Je croyais en l'astrologie il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et en fait, j'ai commencé à critiquer, à auto-critiquer l'astrologie en voyant, comme tous les astrologues, qu'il y avait plein de problèmes dans l'astrologie. Et puis je me suis dit, on va faire ça sérieusement, on va mettre de côté tout ce qui ne marche pas, puis on va garder tout ce qui marche. Et puis voilà, ça a l'air simple. Je ne me rendais pas compte dans quoi je m'engageais. Et en fait, à force de mettre des choses de côté, tout simplement, enfin maintenant c'est simple, mais ça a été dur, à la fin je n'avais plus rien. Et donc je suis sorti en fait de ma croyance. Et maintenant, je peux parler de ces choses-là, mais vraiment sans mettre derrière quoi que ce soit de valide pour ma part. Et il se trouve que je suis très impliqué dans les mouvances que vous avez peut-être déjà croisées sur Internet, sur YouTube, etc. Ce qu'on peut appeler l'initiation aux outils de l'esprit critique, la diffusion de la démarche scientifique, ce qu'on appelle aussi la zététique. Je ne rentrerai pas dans le détail.
Ben voilà, moi je fais partie de ces mouvements maintenant, et je suis un peu le spécialiste, on va dire, du sujet, puisque je l'ai vraiment approfondi de l'intérieur. Et cet été, il y avait un faux horoscope, si vous avez vu dans la revue Ciel et Espace. Voilà, j'étais complice. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? Alors ça, c'est une expression qu'on entend de plus en plus, pourtant ça existe depuis quelques dizaines d'années. Et pour moi, c'est très très utile quand j'analyse l'astrologie de façon critique. Un biais cognitif, si vous voulez, c'est quand dans une pratique, vous commettez une petite erreur. Alors je vais vous en montrer plein après. Une petite erreur, mais vous la reproduisez un grand nombre de fois. Et bien, à force de reproduire cette erreur, il y a tout un pan de la réalité qui ne va pas être accessible à votre pratique. C'est-à-dire qu'il y a des questions que vous n'allez pas vous poser, et finalement, ça va poser des problèmes. Si on la répète suffisamment et un grand nombre de fois, ça devient ce qu'on appelle un biais. Donc réellement, c'est une forme d'angle mort en fait. C'est des questions vraiment qu'on ne va pas se poser, des alternatives qu'on ne va pas envisager, et on va continuer, fort de nos convictions, à pratiquer sans se rendre compte qu'on passe à côté de certaines choses. Donc typiquement, moi quand j'ai un dialogue avec des astrologues, je marque les biais, je leur montre qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais eux ne l'acceptent pas, et c'est vraiment un nœud des débats en fait. C'est très difficile ce moment-là. Et en fait, il y a des explications alternatives, vous allez voir, qui peuvent expliquer des succès, mais que les astrologues en général ne vont pas explorer. Ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est quelque chose qui est terriblement pervers en fait. C'est le fait de reproduire les mêmes procédures dans lesquelles on a confiance, encore et encore, mais si elles sont biaisées, on a beau les reproduire, on est dans l'erreur en fait. Et pourtant ça marche, on est convaincu que ça marche. Et c'est terrible après de discuter avec des gens qui vous disent mais non, j'ai 30 ans, 40 ans de pratique, ça marche, j'ai tout vérifié, j'ai tout testé par moi-même. Ouais, mais s'il y a des erreurs dans les pratiques, il n'empêche que les erreurs, c'est un peu le ver dans la pomme, elles se transmettent. Et donc on se confirme dans ces cas-là, littéralement, dans ces erreurs. Je suis désolé si vous ne voyez pas les bas des slides, en fait, je ne pensais pas que ça serait comme ça. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de quelque chose de très simple, a priori, ce qu'on appelle les probabilités a posteriori. Et on va appliquer ça à l'astrologie. Donc, il n'y a aucune équation, il n'y a aucun calcul, hein, je vous rassure. C'est quelque chose en plus qui amène à des erreurs d'interprétation qu'on commet dans la vie de tous les jours. Mais on va voir que dans la pratique de l'astrologie, c'est très très présent. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle c'est une erreur et qui va donner un biais derrière. Et il y a plein d'autres biais qui existent. Si ça vous intéresse, sur Internet, j'ai un site qui s'appelle Astro7, comme astro et puis un peu sceptique. Donc vous pourrez toujours chercher de ce côté-là. Donc les probabilités a posteriori, c'est une erreur mathématique bien connue en mathématiques, et puis dans les statistiques en général, mais pas en astrologie évidemment, donc là on va en parler bien tout de suite après, mais c'est le genre de choses qu'on applique aussi nous-mêmes dans la vie quotidienne, malheureusement. Exemple, je prends un exemple tout bête, imaginez qu'un de vos enfants ait un accident de vélo, et donc on est après l'accident. Une question qu'on peut se poser, qui ne fera pas forcément sens pour tout le monde, c'est quelle est ou quelle était la probabilité qu'un de vos enfants ait un accident de vélo? On peut poser la question, on peut se référer à des statistiques, ça va dépendre peut-être de l'âge de l'enfant, de son sexe, etc. Mais on peut poser d'autres questions, et c'est là que ça devient un peu bizarre. Si votre enfant s'appelle Théo, et que vous posez la question, mais quelle est la probabilité que Théo ait un accident de vélo à l'âge de 9 ans? Là, c'est une autre question. Et comme l'accident a déjà eu lieu, en fait, vous voyez, le 9 ans, on est après, donc on est a posteriori. Et puis, on peut affiner la question. À 9 ans, 8 mois et 12 jours. Quelle est la probabilité que ça tombe ce jour-là, quand même? Et puis alors, on peut continuer. Et en plus, à 10 heures, à 16 minutes, 42 secondes. Et si on prend la question comme ça, on se rend compte que la probabilité est infime que ça se produise. Ça n'aurait jamais dû se produire. Et bien là, on est en pleine erreur de raisonnement, en fait. Les probabilités, ça ne marche pas comme ça, et il ne faut pas les calculer après coup. Sinon, on arrive à ce genre de résultat, et en fait, quasiment chaque événement a une probabilité infime de se produire. Et donc, si on applique ça, comment dire? C'est pour dire, vous voyez qu'avec une même situation, là j'ai présenté simplement deux façons de l'interroger, il y en a plein d'autres, hein, et résultat, les probabilités qu'on obtient sont différentes. Mais si vraiment la probabilité que ça arrive était si infime que ça n'aurait soit pas dû se produire, soit ça ne devrait jamais se produire.
C'est exactement le même problème quand on s'interroge sur les gains du loto. Quelle est la probabilité que tel gagnant ait gagné à tel tirage? Et quelle est la probabilité qu'il y ait un gagnant? En fait, c'est pas du tout la même chose. Et tout simplement parce que c'est le contexte qui joue. Là, par exemple, pour le loto, si vous jouiez tout seul au loto, avec les, on va dire l'euro million aujourd'hui, vous n'avez quasiment aucune chance de gagner. Et il faudrait quelques millions de tirages pour que vous puissiez gagner. Ça n'arriverait jamais. Mais il se trouve qu'il y a des dizaines de millions d'autres personnes qui jouent à chaque fois. Et là, finalement, les résultats sont plus du tout les mêmes. Et en fait, quasiment pas à chaque tirage, mais très souvent, il y a des gagnants, alors que la probabilité est infime qui gagne. Et donc, dans la vie de tous les jours, en fait, souvent, on ne voit pas le contexte. C'est-à-dire, mon enfant qui a eu un accident tel jour à telle heure, en fait, c'est un enfant parmi d'autres. Et la question, c'était pas quelle est la probabilité que lui ait un accident à ce moment-là, mais qu'il y ait un accident pour un enfant peut-être ce jour-là. Et dans ces cas-là, la question ne fait même plus sens après. En astrologie, on fait beaucoup de probabilités a posteriori. Et notamment, vous entendrez régulièrement un astrologue dire mais oui, mais à ce moment-là, au moment de tel événement, il y avait une configuration très rare. Il y avait Uranus ou Mars qui était en carré à Uranus, par exemple. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, si on prend la configuration isolée, la probabilité est faible. Donc ça, on va en reparler après. Mais en fait, il ne se pose pas la question, il ne se demande pas si ce que je viens de vous dire, Mars en carré à Uranus, est-ce que ce ne serait pas une configuration qui appartiendrait à une famille plus large? Et en fait, finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres configurations qui auraient permis de faire la même interprétation? Et là, on n'est plus du tout dans la démarche des astrologues. L'astrologue ne pratique pas comme ça. Lui, il y a un accident, il monte la carte du ciel et il regarde ce qu'il a et il interprète. Et ben, ça pose des problèmes. Donc, l'erreur qu'il fait à ce moment-là, parce que c'est ce que j'observe tout le temps, c'est qu'il existe qu'en fait, il y a plusieurs, ce qu'on appelle configurations astrologiques, ça peut être des angles particuliers, des positions particulières, qui permettent de faire la même interprétation. Et ça, c'est une erreur qu'il fait au départ, et ça lui amène un biais, puisqu'en fait, à chaque fois, c'est extraordinaire, parce qu'il va trouver des configurations qui correspondent exactement à l'événement, et c'est extraordinaire, c'est vraiment, moi je connais des astrologues, c'est l'enthousiasme, c'est de se dire, mais ça ne peut pas être arrivé par hasard, alors qu'on peut montrer qu'en termes de probabilité, ça peut finalement s'expliquer tout simplement. C'est ce qu'on appellera une alternative, c'est rendre compte de ces choses-là tout simplement par le biais des probabilités. Donc c'est ce que je vais vous montrer en application. On va prendre trois cas. Le premier, c'est à propos des attentats, puisque malheureusement, en ce moment, on est concerné. En fait, si vous prenez les attentats qui se produisent n'importe où, regardez la date, vous montez la carte astrologique, vous allez toujours trouver une ou plusieurs configurations astrologiques que vous pouvez interpréter et qui va vous dire, mais ouais, il y avait une configuration de violence, c'était collectif, c'était religieux, etc. Si vous prenez ça au premier degré, c'est juste incroyable. À chaque fois, il y en a, c'est vraiment waouh. Et si on regarde les choses maintenant avec un œil un peu plus sceptique, question, combien de symbolismes lesquels peuvent permettre de